va vous présenter, comme a dit Laetitia, on va vous présenter ça à deux voix avec Bénédicte. On va commencer par vous présenter largement le cadre de la recherche, pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, etc. Avant de faire un petit focus sur les questions d'engagement, qui est un thème parmi d'autres qu'on a abordé. Bien entendu, après, dans la discussion, dans les échanges, on pourra tout à fait discuter d'autres thèmes que celui-là, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Alors, Bénédicte, tu interviens aussi, tu me dis un peu, hein, voilà. Donc, alors, le cadre général, hein, c'est que c'est une recherche qui portait vraiment sur les pratiques et les représentations des jeunes dans les quartiers populaires. Donc, c'est une thématique vraiment très, très, très large qu'on a laissée ouverte justement pour pouvoir avoir une démarche de recherche participative. Ce qu'on avait comme objectif de départ, hein, c'était de travailler donc à la fois sur les quartiers populaires et à la fois sur la jeunesse, euh, en définissant les quartiers populaires de manière aussi assez large, hein, comme des quartiers qui accueillent des populations qui sont situées en bas de l'échelle sociale. Donc, vous le verrez, on a travaillé sur des quartiers qui sont très, très différents, hein, des quartiers de centre-ville, des quartiers du périurbain, des quartiers classiques de l'histoire des banlieues françaises, de l'habitat social, etc. Mais on a travaillé uniquement, pardon, en Île-de-France, parce que notre objectif, c'était de pouvoir aussi mener des comparaisons à l'échelle de cette métropole enfin, ça me paraissait avoir des spécificités à prendre en compte. Et puis, on a travaillé donc avec cette notion de jeunesse. Alors, la question revient souvent, donc je dis d'emblée, hein, dans la recherche, on a travaillé avec des jeunes qui avaient entre 14 et 35 ans. On était parti au départ sur une tranche d'âge plutôt 16-25, enfin une tranche d'âge assez classique. Et puis, finalement, en fait, on a travaillé avec des jeunes qui se reconnaissaient dans la catégorie jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas exclu des jeunes au-delà de 25 ans qui s'estimaient jeunes et qui se reconnaissaient dans cette catégorie, ni des jeunes en dessous de 16 ans qui se reconnaissaient aussi dans cette catégorie. Donc, c'est-à-dire que du coup, la jeunesse est plutôt définie par le fait qu'on est encore, par exemple, on habite encore chez ses parents, on n'a pas encore un emploi stable, on repousse aussi à plus tard des choses qu'on ne fait pas encore. Par exemple, j'aurai un emploi stable plus tard, quand je ne serai plus jeune, etc. etc. Donc, avec voilà, une catégorie jeune qui est quand même au périmètre assez large et assez flottant suivant les jeunes avec lesquels on a travaillé. Donc, comme l'a dit Laetitia en introduction, on a travaillé avec des professionnels, des jeunes et des chercheurs. C'est vraiment ça la base de cette recherche participative, hein. C'est qu'on n'a pas travaillé, nous, en tant que chercheurs, à aller interroger des jeunes dans des quartiers, mais on a essayé d'associer au maximum des professionnels, donc de la jeunesse, mais pas uniquement, comme le rappelait Bénédicte, et des jeunes des différents quartiers à toutes les étapes de la recherche. Donc, dans 10 villes ou quartiers populaires. Donc, je vous ai mis la liste ici, hein. Alors, je ne sais pas à quel point vous connaissez la région Île-de-France, mais on a des territoires comme Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis, etc., Clichy-sous-Bois, qui sont en Seine-Saint-Denis, des territoires dans les Hauts-de-Seine, hein, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne, et des territoires en Essonne, donc plus loin de Paris géographiquement, Corbeil-Essonnes et vers Saint-Denis. Donc, vraiment des territoires qui sont situés à différents endroits par rapport à la métropole parisienne, hein. Vous voyez aussi qu'il y a un territoire intramuros, hein, le 18e arrondissement. Je ne vais pas prendre le temps de détailler tous les quartiers là, mais sur le site internet, hein, vous avez une carte des différents quartiers si vous voulez aller regarder en même temps. Et puis, vous avez une présentation détaillée de chacun des territoires, ce qui vous permet d'avoir un petit peu plus le contexte aussi. Je voudrais juste ajouter un point là-dessus, c'est qu'effectivement, ces quartiers-là sont tous des quartiers de banlieue, des quartiers populaires, mais on voit des différences quand même relativement notoires entre des quartiers comme Vers-Saint-Denis, par exemple, ou Clichy-sous-Bois, pour prendre un peu deux extrêmes, quoi. On voit bien le poids du territoire quand même dans les jeunes qui ont travaillé dans cette recherche participative. Voilà. Parce que Vers-Saint-Denis, effectivement, est un quartier pavillonnaire, mais un quartier populaire, mais un quartier pavillonnaire.
Alors que, par exemple, oui, effectivement, à Nanterre, le petit Nanterre, voilà, c'est un quartier qui a été marqué par les bidonvilles, puis la construction des tours, des bars, enfin vraiment l'histoire classique du logement social. Et si on prend Clichy-sous-Bois, ce qui n'était pas du logement social à l'époque, Oui, comme ça a été construit, c'était au contraire pour Aznavour ou pour Sylvie Vartan qui ont fait de... Sylvie Vartan y a habité, mais Aznavour a fait de l'immobilier là-bas et c'était de la copropriété qui s'est complètement... et qui est plus loin que Bruxelles en transport en commun de Paris que... voilà, c'est donc des réalités. Tout ça, ça pèse aussi sur... voilà, les appréhensions c'est très différent de Saint-Denis où là on est à une câblée de Paris avec des moyens de transport plus. Ah, donc je trouve que c'est intéressant de voir comment je suis désolée, je viens de la politique de la ville, mais comment le poids du territoire influe sur les personnes. Voilà. alors, comment on a travaillé? On a recruté sur chacun des territoires une dizaine de jeunes. Donc, on a environ entre 10 et 15 jeunes sur chacun des quartiers et des villes dont on vient de vous parler, qui sont restés les mêmes tout au long de la recherche, hein, qui a eu lieu de 2017 à 2021. Donc, on a commencé par mener des ateliers sur chacun des quartiers. Euh, alors, j'ai juste un doute si bon, j'y reviendrai, on reviendra plus tard, hein, sur le détail des ateliers, mais ça, c'est vraiment pour que vous ayez l'architecture globale. Donc, des ateliers avec des groupes d'une dizaine de jeunes. Ensuite, on a mené de manière plus classique des entretiens semi-directifs, des entretiens individuels avec les jeunes, mais une fois qu'on avait déjà fait les ateliers collectifs, c'est-à-dire qu'on on se connaissait déjà, chercheurs et jeunes et professionnels. Et puis, on a mené ensuite des ateliers de mise en commun entre les différents territoires. C'est-à-dire qu'une fois que les jeunes avaient travaillé chacun sur leur territoire, on les a fait se rencontrer. On s'est tous se rencontrés pendant d'abord un week-end pour mettre en commun les travaux qu'on avait produits. Et ensuite, on a continué à travailler ensemble pour écrire, et notamment écrire le livre dont a parlé Laetitia tout à l'heure. Bon, on reviendra plus tard sur le détail. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une recherche participative? Alors, il y a des enjeux scientifiques sur lesquels je ne vais pas forcément m'étendre là, même si je pense ils sont importants, hein. Le principal enjeu, c'est celui de démocratiser la recherche, hein, c'est-à-dire de dire que la recherche n'est pas la seule prérogative des universitaires, des académiques qui ont un doctorat, etc., mais que on peut tout le monde peut se mettre en recherche et qu'on peut faire de la recherche ensemble. Et notamment que le fait de faire de la recherche ensemble, c'est intéressant parce que ça nous permet de prendre en compte la diversité des savoirs, hein, donc de dire qu'on a tous des savoirs, que ces savoirs sont différents et que de les mettre en commun, de les faire dialoguer, ça va nous permettre alors d'avancer dans la connaissance et puis d'avancer aussi dans des actions, hein, si on est dans le cadre plus de recherche-action, qui seraient plus pertinentes. Et puis, on avait aussi un enjeu d'émancipation, hein, c'est-à-dire que dans cette posture de recherche, l'idée, c'est de dire que la recherche doit aussi contribuer à l'émancipation des personnes qui y participent. Donc, ça doit avoir un effet, hein, sur les personnes qui sont impliquées. Et donc une émancipation à différents niveaux, mais en tout cas, voilà, c'était cette recherche d'émancipation ou d'empowerment, enfin comme vous voulez l'appeler, on a différents termes qu'on peut utiliser. Bénédicte, si tu veux ajouter, tu prends la parole. En mettant ton micro, par contre. Non, j'ai rien de particulier à ajouter là-dessus, mais je suis très sensible parce que c'est quand même un de nos dada à coordination nationale Passons-nous, c'est qu'effectivement tout le monde a une expertise et pas seulement une expertise d'usage, d'autres scientifiques, d'autres techniques. Tout le monde a une expertise, c'est le croisement de ces expertises et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui était l'émergence de nouveaux métiers dans la politique de la ville et comment les savoirs sociaux deviennent aussi savoirs expérientiels, savoirs biographiques, on les appelle comme on veut, comme quoi tous ces éléments-là construisent de la connaissance, mais qui est valable pour tout le monde, qu'ils soient malheureusement ceux qui sont trop hauts, ils n'entendent plus.
Pardon, excusez-moi. Voilà, donc avec ces objectifs-là, tenu donc une méthodologie participative, hein, avec un partenariat avec les 3 types de partenaires, hein, dont je vous ai parlé. On a recherché une diversité de quartiers, donc sur laquelle on est revenu et Bénédicte est revenu. Une diversité aussi dans les profils des jeunes, hein, c'est-à-dire que l'objectif, c'était d'avoir à la fois, enfin, comment dire, notre objectif de départ, c'était quand même aussi de montrer qu'il n'y a pas un jeune de quartier, le noir ou l'arabe en capuche délinquant qui traîne en bas des tours, mais que la jeunesse des quartiers populaires est autrement plus diversifiée. Et que donc, dans ces groupes de jeunes pardon, on a fait attention à avoir des jeunes avec des profils différents, donc bien entendu des filles et des garçons, différents âges, des parcours d'immigration différents, des personnes qui étaient scolarisées au lycée ou en études supérieures, mais aussi des personnes qui travaillaient ou des personnes qui ni ne travaillaient ni n'étaient en études. Voilà, d'avoir vraiment différents types de profils pour pouvoir avoir les discours, des discours différents en fonction des situations de chacun. Et puis, dans un des fondements aussi de cette méthodologie participative, c'est de reconnaître le travail de chacun. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est vraiment reconnaître le travail des jeunes et le travail des professionnels. C'est-à-dire de se dire que nous, en tant que chercheurs, on est payés pour faire de la recherche, c'est notre métier, que les professionnels sont aussi payés pour certains s'ils sont présents par leur structure, ou alors ils sont là en tant que bénévoles ou militants, etc., mais au nom d'une structure. Donc, on a versé une rétribution aux structures qui étaient associées à la recherche, donc qui ne correspond pas à un salaire, mais qui permet d'acheter du matériel, de soutenir je ne sais quel projet, enfin, c'est une forme de reconnaissance. Et pour les jeunes, on a indemnisé l'ensemble des jeunes qui ont participé à la recherche. Donc, avec cette idée vraiment, indemnisée financièrement, j'entends, avec cette idée vraiment que les jeunes allaient faire un travail de recherche, donc aller travailler, et que si on voulait qu'ils travaillent, il fallait aussi que leur travail soit reconnu financièrement. Donc ça a généré des débats, des questionnements, hein, sur lesquels on pourra revenir. Mais sachez simplement que les jeunes n'ont pas été recrutés, sauf exception, mais n'ont pas été recrutés en sachant qu'ils allaient être indemnisés. C'est-à-dire qu'on leur a annoncé qu'ils allaient être indemnisés une fois qu'ils s'étaient engagés à participer au projet, et que leur indemnisation couvrait un engagement qui s'arrêtait à la première rencontre entre les jeunes des différents quartiers. Sachant que les jeunes ont continué à travailler. La plupart des jeunes ont continué ensuite à travailler en dehors de cette indemnisation, hein. Et qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de jeunes qui sont impliqués, hein, dans la diffusion des travaux, dans les débats qui sont issus de ce qu'on a. Donc, je voulais revenir un moment sur les ateliers pour que vous voyez un petit peu plus comment on a travaillé. L'objectif, c'était, donc c'est le dernier tiré, hein, d'avoir une série de thèmes, hein, qu'on abordait avec les jeunes qui soient les mêmes sur l'ensemble des territoires pour qu'on puisse les comparer entre eux. Donc, on est parti au départ d'avoir autour de quelque chose d'assez large qui était l'expérience urbaine, on va dire, comment je perçois, comment je parle de mon quartier, de ma ville. Donc, on a utilisé différentes méthodes issues des méthodes classiques de sociologie, mais aussi beaucoup de méthodes issues de l'éducation populaire, enfin inspirées de l'éducation populaire. Donc, on a travaillé au départ avec la question des mots pour parler de son quartier, la question de ce qu'on veut montrer dans le quartier. Et petit à petit, on est arrivé sur des thématiques plus ciblées, qui ne seraient pas forcément territorialisées, même si le lien avec le territoire revenait quand même systématiquement. Donc, par exemple, la question des filles et des garçons dans le quartier, la question de l'engagement. Voilà, il y a toute une série de questions qui ont été traitées au fil des ateliers. Juste par rapport à ça, justement, un des thèmes qui a émergé euh, au séminaire de la Porte de la Villette, là, euh, c'est, euh, c'était la question de la violence. Et parce que les jeunes avaient pu écrire les thèmes qu'ils voulaient voir.
Et sur violence, personne ne s'était inscrit au début. C'est assez intéressant de voir comment il peut y avoir à un moment donné des décalages entre des mots qui émergent, qui sont prononcés par des jeunes, et en fait, comment personne ne voulait vraiment s'y inscrire. Voilà. Finalement, il y a un groupe qui s'est inscrit, mais c'était tous de la même ville. Mm. Je trouve que c'est intéressant à analyser, enfin, à observer. Voilà. Ouais. On a travaillé aussi beaucoup sur le rapport à l'histoire, hein, qui est aussi un des thèmes. Oui. Donc, dans cette recherche, on a tous occupé des places qui changeaient, hein, c'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas restés à côté en train de regarder et d'écouter ce qu'ils disaient et de prendre des notes, hein. Les chercheurs ont bien entendu participer, animer des ateliers, organiser des ateliers, organiser tout ce qu'il y avait autour des ateliers, hein, les goûters, les temps informels, etc. etc. Et puis, en fait, ça rejoint ce qu'on disait au départ sur la question des savoirs, hein, c'est qu'on a travaillé avec les compétences de chacun dans l'animation de ces ateliers, en se passant le relais en fonction de ce qu'on savait les uns et les autres le mieux faire ou ce qu'on était les uns et les autres le plus à l'aise. Voilà. Donc après, le rôle des chercheurs a été aussi d'encourager à la réflexivité, hein, d'encourager à être dans une posture de recherche, c'est-à-dire de prévoir des temps de discussion avant, après les ateliers pour essayer de réfléchir à ce qui s'était passé, à ce qu'on avait appris, à comment du coup on allait continuer, euh, comment on allait poursuivre les ateliers. Et donc de vraiment prendre le temps de la réflexion au fur et à mesure, alors ce qu'on pourrait appeler capitaliser, qu'on appelle nous pas trop comme ça, mais voilà, cette idée de se dire que d'un atelier à l'autre, en tout cas, on a avancé, on a réfléchi. Au cours de ces ateliers, les jeunes on a demandé aux jeunes de réaliser des vidéos, ce qu'on a appelé des capsules vidéo de 2 à 3 minutes qui porteraient sur leur territoire ou leur expérience. Donc, la consigne au départ, c'était de parler d'un lieu de leur quartier et d'y associer un thème. Et cet outil, en fait, on l'a utilisé aussi pour diversifier les modes d'expression. C'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'on a utilisé différentes méthodes, hein, au cours des ateliers, donc la parole, l'écrit, le jeu, bref, un certain nombre de choses. On a aussi utilisé vraiment la vidéo. Et l'idée, c'était aussi que là, c'est les jeunes vraiment qui ont produit les vidéos. C'est-à-dire que les chercheurs et les professionnels ont pu être là en accompagnement quand les jeunes avaient besoin, notamment pour des questions techniques, d'avoir un soutien, mais ils ont été complètement libres de choisir leur thème et c'est eux qui ont choisi leur scénario, leur montage, etc., etc. Donc les vidéos, elles sont toutes en ligne aussi sur le site internet, hein, si vous voulez aller en voir certaines. Si vous en avez déjà vu et que vous voulez qu'on rediscute plus tard, bienvenue. Mais donc, ça permet vraiment d'enrichir aussi l'analyse, hein, par la multiplication des modes d'expression. Puisqu'on voit bien que certaines choses sont montrées dans les vidéos qui ne sont pas dites en atelier et ou qui sont dites différemment. Donc, ça permet aussi là de multiplier, hein, les formes de discours et ensuite d'échanger avec les jeunes pour comprendre pourquoi à un moment il est dit quelque chose, à un autre moment il est dit sur le même sujet cette même chose autrement et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ensuite, on a donc réuni l'ensemble des jeunes des différents terrains le temps d'un week-end. Donc, c'est ce dont parlait Bénédicte, hein, qui a eu lieu à l'école d'architecture de la Villette à Paris. Donc, du coup, environ 130 jeunes, hein, qui ont participé à ce temps-là, avec des temps de travail et notamment des temps de travail autour de thématiques, hein. Donc, c'est là qu'a émergé, enfin, qu'a eu l'épisode de violence dont parlait Bénédicte. On a, à partir de ce qui se disait au fil des rencontres, on a proposé des listes de thématiques à creuser, collectives, pour essayer de justement croiser les regards et les discours qui avaient été produits sur les différents quartiers. Et ensuite, on a soumis ces listes aux jeunes pour se répartir en travail en atelier, approfondir, etc. Et c'est là qu'effectivement, on a vu que certains thèmes
que nous, on avait entendues. Hein, les listes de thèmes qu'on proposait n'étaient pas une liste venue de nulle part. Hein. Certains thèmes comme la violence qui avaient fait l'objet de beaucoup de discussions en atelier sur les territoires ou pendant le début de ces journées, finalement, les jeunes n'avaient plus du tout envie de travailler là-dessus et au contraire des thèmes qui avaient été assez absents, par exemple le foot qui revenait en force et qui étaient demandés comme des thématiques de travail. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à construire en fait le livre et donc le site internet, puisque c'est vraiment là qu'a commencé à se structurer cette idée de travailler sous un format d'abécédaire et d'entrer donc par des mots dans l'expérience des jeunes des quartiers et de ne pas homogénéiser et aplatir les expériences, hein, mais de bien montrer qu'il y en a des différentes, qu'elles se répondent, qu'elles s'articulent et qu'elles sont toutes à prendre en considération. Et ensuite, donc, à l'issue de ces ateliers, on a mené des entretiens individuels avec les jeunes, donc dans une méthode qui, là, est beaucoup plus classique et n'est pas vraiment une recherche participative, hein, puisqu'on retombe dans un modèle très classique du chercheur qui interviewe les jeunes. Alors toi, qu'est-ce que tu peux me dire de blablabla mais le fait de faire ces entretiens après les ateliers, ça a permis justement de lutter contre l'asymétrie traditionnelle qu'il peut y avoir dans les entretiens, puisqu'on se connaissait déjà, on avait déjà quand même travaillé un bon moment ensemble. Et que donc on pouvait appuyer les entretiens sur tout ce qu'on avait discuté déjà ensemble. Et par ailleurs, on a essayé au maximum dans les entretiens de pouvoir échanger les places, c'est-à-dire que les jeunes étaient aussi invités à poser des questions aux chercheurs, donc à renverser les entretiens. Et les jeunes ont aussi, dans certaines villes, contribué à construire les grilles d'entretien, ce qui permettait d'essayer de les déposséder un peu moins de cette méthode-là. Nous, on a tenu à garder cette méthode d'entretien, puisque d'abord, c'est des entretiens individuels. Donc, nous, ça nous intéressait d'avoir la parole individuelle des jeunes, puisque dans les ateliers, on avait uniquement la parole de groupe. Puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a souvent des écarts entre ce qui est dit en groupe et ce qui est dit de manière individuelle. Donc, ça nous permettait d'avoir ces deux configuration et puis de pouvoir échanger avec les jeunes autour de ça. Et puis par ailleurs, le temps des entretiens nous a aussi permis de revenir précisément sur les trajectoires des jeunes, donc sur leur parcours de leur naissance à aujourd'hui, et puis bien entendu sur la trajectoire de leurs parents, et d'entrer dans des conversations qui pouvaient être plus intimes aussi que ce qui avait pu se faire en groupe, c'est-à-dire raconter l'histoire de sa famille. On a fait des ateliers en groupe sur les questions de famille, mais ça n'a pas toujours très bien marché, puisque c'est quand même souvent difficile de parler de sa famille en groupe. Donc, par contre, c'est des choses sur lesquelles on a pu revenir individuellement au cours des entretiens. Donc ça, je vous l'indique parce que ça plaide encore une fois pour cette mixité de méthodes, hein, le fait d'articuler toutes sortes de méthodes pour arriver à saisir la complexité des expériences des jeunes. Enfin, on pourrait marcher avec d'autres, hein, mais en l'occurrence des jeunes. Et enfin, on a écrit ensemble. Donc, on est parti à la campagne d'abord pendant un week-end avec 90 jeunes. Donc ça, par exemple, c'était en dehors de la rémunération. Hein. Et pour écrire, donc toujours autour de ces thèmes. On a toujours travaillé avec cette entrée par mots et les jeunes se répartissaient en fonction de leurs souhaits dans les différents ateliers. Et puis, on a fait... on a tourné au cours du week-end, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui avait choisi religion, elle ne restait pas sur religion tout le week-end. Hein. Enfin, elle pouvait, mais elle pouvait aussi changer, aller contribuer à différents thèmes. Et c'est là qu'ont été écrits la plupart des textes qui figurent dans le livre. Il y a eu ensuite des petits groupes de travail sur des temps plus courts, hein, qui se sont réunis pour finaliser ça. Donc voilà sur la méthodologie, la manière dont on a procédé.
Donc, en accord avec les on avait décidé de faire un Zoom sur un thème qui était celui de l'engagement, sur lequel Bénédicte a particulièrement travaillé. Et donc, elle va vous en dire quelques Mm. mots. Je me demandais si il n'y avait pas un petit temps de questions-réponses, peut-être sur la première partie. Oui, Ok. j'allais dire, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions là sur ce qui vient de nous être présenté, sur le déroulement, la mise en place, la méthodo, etc., etc. Non, je ne vois aucune main se lever. Tout est très clair. Ok, ben Bénédicte, go. Ok, donc le, lors du séminaire à Garchis, puisque c'était à Garchis, dans la Nièvre, si je ne me trompe, les jeunes ont donc travaillé à la fois sur leurs mots, ils ont écrit des textes, mais on a aussi travaillé sur ce qu'on appelait la frise, où ils avaient donné toute une série de mots qui faisaient partie de la petite histoire ou de la grande histoire. La petite histoire, c'était des mots qui étaient cités très peu, et la grande histoire, c'était des mots qui étaient cités de manière importante. Et dans ce cadre-là est sorti le mot gilet jaune, puisque effectivement, on était dans une période où les manifestations des gilets jaunes étaient particulièrement importantes. Et on a donc fait un atelier sur les gilets jaunes qui était tout à fait, je veux dire, intéressant parce qu'on voyait bien que déjà, au-delà de l'engagement, parce qu'en même temps, il y a eu des écrits sur les maraudes, mais au-delà et d'une manière plus large on en est venu à l'engagement, mais déjà dans ce temps sur les Gilets jaunes, qui a donné lieu à un article dans Métropolitique, qui est sur le site de Pop Art, on voyait bien comment finalement ces manifestations des Gilets jaunes étaient vécues par les jeunes des quartiers populaires avec des comportements très différents d'une certaine manière entre ceux qui étaient issus d'une immigration et ceux qui étaient donc euh, comme moi, quoi, un peu moins blanc de cheveux, mais comme moi. Voilà, pour aller vite. Je ne sais plus les mots qu'on peut employer, je les trouve tous trop violents. Donc, j'en parle comme ça. Et c'était marrant de voir que, par exemple, un jeune qui a dit des mots très forts d'ailleurs ce jour-là, c'est que lui déconseillait d'aller dans les manifestations aux autres jeunes de son quartier en leur disant, en expliquant que pour lui, toute sa vie, son père est arrivé en France quand il avait 18 ans. Et on lui a toujours dit dans son... Tu n'es pas français, tu ne parles pas. Et du coup, globalement, quand on est né ici, quand on a grandi ici, et qu'on va rester là, eh bien, mais comme on est d'une origine, on doit se taire. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément frappé, parce que lui, il ne l'avait jamais vécu en direct, mais c'est comment se construisent des mémoires collectives dans les familles, sur les territoires. Euh, voilà, les propos qu'il écrit dans l'article Métropolitique, vous les Arabes et les Noirs, ces problèmes-là, vous les avez depuis longtemps, les problèmes de difficulté de vie, mais c'est normal. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Et là, il dit, mais chez moi, c'est le 77. Je peux aller nulle part ailleurs. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir un jeune qui est lié qui a grandi dans cette idée qu'il doit se taire s'il n'est pas content, parce que sinon, on va lui dire rentre chez toi. Mais son seul chez lui, c'est le 77, la Seine-et-Marne. Et voilà, je trouve que c'est ça, ou une autre qui était, elle, d'origine des Comores, qui disait, pour se mobiliser, pour s'engager, est-ce qu'il faut être directement concerné, personnellement, dans sa vie, dans son quotidien, ou est-ce que c'est une question politique plus large
Et voilà, donc elle n'était pas sur l'engagement, les Gilets jaunes, mais et les deux qui participaient aux manifestations avaient aussi très fortement le sentiment que si eux n'avaient pas eu de gros ennuis, c'est aussi parce qu'ils étaient français de je sais pas quoi, euh, et, euh, et donc les flics étaient moins violents ils ne pouvaient l'être avec éventuellement des jeunes. Oui. Oui, quelqu'un a parlé. Alors, je pense que quelqu'un a oublié de couper son micro. D'accord. N'oubliez Ok. pas de couper vos micros. Voilà. Voilà, je trouve que c'est des indicateurs forts et on a continué à travailler ensuite sur l'engagement plus que directement sur la question des gilets jaunes. Parce que effectivement, on avait pu repérer que un certain nombre de jeunes, et c'était ressorti d'ailleurs aussi dans cet atelier sur les gilets jaunes, s'engageaient en solidarité avec, pendant le confinement, par exemple, ce jeune dont je parlais tout à l'heure de vers Saint-Denis, donc 77, qui expliquait que régulièrement, et puis il y en a un Nanterre qui fait la même chose, et dans différents quartiers, ils envoyaient un SMS à WhatsApp à leurs copains en disant samedi prochain, on va faire une maraude. Vous mettez tous 10 euros, 20 euros pour qu'on aille faire les courses. Nos mères feront la cuisine, comme l'ordre social est respecté, c'est les mères qui font la cuisine. Et nous allons aller. Voilà. Et donc, on voyait bien cet engagement autour des maraudes, où c'était de l'organisation spontanée. C'est un problème social, entre guillemets. C'est un problème social sur lequel on est solidaire, on y va. Et je trouve que on a pu l'avoir sur différents exemples. Voilà, donc est-ce que, parce que c'est aussi une des questions qu'on a posées, est-ce que voilà, est-ce que c'est de l'engagement? Est-ce que c'est une manière de faire de la politique? En général, les jeunes vous répondent non, la politique, ça ne m'intéresse pas, majoritairement, très majoritairement. Et de fait, pour eux, la politique, quand ils vont vous répondre ça, c'est la politique, je vais dire politicienne, partidaire. Et de fait, dans leurs engagements, on voit bien qu'ils font des actes politiques. Hein. Mais ils ont un rapport très fort aux inégalités sociales qui frappent leur quartier. Et ils se plaignent qu'effectivement, les décideurs n'entendent plus parce qu'ils sont trop, ce que je disais tout à l'heure, mais qu'ils n'entendent pas parce qu'ils ne connaissent pas les problèmes concrètement de ce que vivent les jeunes dans les quartiers, les jeunes ou leurs familles, parce que ça dépasse quand même aussi les familles. Et alors on pourrait se dire, est-ce que c'est spécifique aux jeunes des quartiers populaires, cette conscience aiguë? Non, sans doute pas. Mais par contre, elle est beaucoup plus diversifiée. Parce que leurs histoires de vie, à la fois par l'émigration de leur famille, par les histoires dans les quartiers populaires, a quand même, dans cette mémoire collective, un fort impact sur les engagements. Et ils ont aussi souvent, dans leur propre famille, des parcours d'engagement, on va dire les choses comme ça, qui expliquent aussi leur manière de se mobiliser. Ils ont d'une certaine manière en commun, pour tous ceux qui étaient dans cette recherche-action, dans ceux qui ont travaillé spécifiquement sur la question de l'engagement, voire de la politique, ils ont en commun d'exprimer de manière très forte leur envie de contribuer, d'agir concrètement sur les situations concrètes, d'une certaine manière de peser sur la vie ordinaire, la vie quotidienne. Ils ne sont pas dans cette notion de l'engagement sur il faut changer la société, grand discours, hein,
mais beaucoup plus sur concrètement, aujourd'hui, demain, je veux changer ça. Les maraudes, c'est pas possible que des gens continuent à vivre à la rue sans avoir de quoi vivre alors qu'on est en plein confinement. Donc, il faut qu'on s'organise, on le fait et on est content de l'avoir fait et d'avoir pu apporter le peu de réconfort ou de solidarité avec d'autres personnes qui sont plus en difficulté qu'eux. Voilà. En même temps, ils ont quand même très concrètement conscience que les inégalités qu'ils vivent sont liées aussi aux discriminations, sont liées à la stigmatisation des quartiers. Et de fait, pour moi c'est assez drôle, certains, quand ils allaient faire leur maraude, allaient les faire à Paris, donc dans la ville bourgeoise, la ville blanche comme ils l'appellent, et ils allaient faire leur maraude dans Paris comme une manière pas de se venger, hein, ça serait pas du tout le terme qu'il faudrait, mais de montrer qu'eux aussi sont forts, qu'eux aussi ils savent ce que c'est que la solidarité, ce que c'est que des souffrances de ces inégalités. Voilà, je trouve que c'est quand même un côté plutôt voilà, intéressant et qui, en tous les cas, pour j'allais dire une vieille comme moi, une adulte comme moi, militante, engagée, ben ça fait réfléchir. Forcément, ça fait réfléchir. Et c'est là où on voit bien que la recherche participative permet qu'effectivement, jeunes, vieux, ben ça puisse produire, mais aussi chercheurs, militants et jeunes dans les quartiers. Ça crée de la réflexion, de l'analyse, d'où l'importance d'entendre vraiment très fortement ce que disent ou ce que font, parce que parfois ils ne mettent pas de mots sur ce qu'ils font, mais ce que font un certain nombre de jeunes par rapport à leur quotidien, leur vie pour sortir. On a vu aussi un certain nombre d'engagements par rapport au pays d'origine, hein, dont ils ont aussi parlé, des chantiers en Afrique, ou voilà, enfin, très liés à leur histoire familiale. Là, c'est vraiment les engagements qui sont le plus liés à leur histoire familiale, directe, alors que souvent, c'est lié à leur quartier ou à la situation sociale qu'ils vivent d'une manière. Mais c'est vrai qu'ils ont une tendance à agir localement. Même s'ils vont à Paris, ça reste du local. Euh, et sur Parcoursup, on a l'exemple que donnait un jeune d'Aubervilliers. Ils ont fait des mouvements au niveau de Parcoursup. Donc, il y avait occupation du lycée, ils étaient 200 jeunes à bloquer l'entrée du lycée. Et le jour où ils leur ont proposé une manifestation à Bobigny, donc à l'inspection académique, direction départementale maintenant, de l'éducation nationale, ils étaient une quinzaine, parce que sortir du quartier, de la ville, c'était un peu dur pour un certain nombre de jeunes, qui pourtant étaient là toute la journée à occuper, et parfois à ce qu'il y ait des violences policières par rapport à leur occupation du lycée. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de comprendre à la fois le besoin d'engagement excessivement concret, et on n'est pas dans le blabla. Un autre besoin que j'ai pas encore souligné, j'ai oublié, c'est qu'ils ne veulent pas dépendre de l'action, de l'argent public, c'est-à-dire qu'ils s'organisent pour rester libres dans leur engagement. Et les jeunes qui demandaient, vous amenez chacun 10 euros, 20 euros, c'était pas des jeunes qui avaient 10 euros faciles dans la poche, qui sortaient de leur poche, non. C'était vraiment une volonté, ils l'ont exprimé tel que, une volonté de ne pas dépendre des pouvoirs publics, de l'argent public. C'est eux qui s'organisent, c'est leur argent, c'est leur indépendance, c'est leur autonomie, appelez ça comme vous voulez. Et je trouve que c'est une dimension aussi assez forte, et j'en connais des plus âgés aujourd'hui qui sont engagés et qui ne veulent jamais demander un centime à l'État, qui se débrouillent parce que demander de l'argent à l'État, c'est déjà se compromettre. Mais bon, là-dessus, ça c'est un autre débat. En tous les cas, je trouve que c'est quand même intéressant qu'ils les disent, et quel que soit le quartier, de manière aussi forte, que ce soit Nanterre, Vers-Saint-Denis ou Pantin, ça a été la même logique.
ou Paris 18e, c'était la même logique, on s'organise, c'est nous, et voilà. Donc à la fois besoin d'engagement concret, d'engagement dans lequel ils sont totalement indépendants, entre guillemets, et d'engagement qui soit dans le local, plus que dans le discours national sur la transformation de la société. Mais leur engagement se fait aussi, non seulement ça relève de l'engagement concret, mais ça relève aussi du fait que c'est d'abord sur son territoire qu'on agit, plus que d'une manière, on a vu assez peu de jeunes, notamment des quartiers populaires, dans les marches climat par exemple, ça commence à changer un peu, mais on en a eu très très peu, et ça correspond bien à ce que je vous dis, c'est d'abord les choses qu'on vit dans l'instant et sur lesquelles on s'engage et qu'on essaye de transformer. Voilà, alors après, dire que ça mène à un engagement politique, non, on sent bien que c'est pas ça qui intéresse prioritairement les jeunes, même, et c'est peut-être là que ça interroge aussi la société adulte politique, même s'ils veulent peser sur la vie. Et la politique devrait d'abord de peser sur la vie, beaucoup plus que d'être simplement un jeu d'ego pour savoir qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Voilà. Je trouve qu'il y a des... on a aussi publié pour l'ONPV une page sur l'engagement et la politique, et dans lequel on a tenu à mettre un certain nombre de propos de jeunes en direct, parce que ça nous paraissait important. Voilà, et notamment, par exemple, un jeune de Pantin qui explique que l'arrivée d'exilés et de réfugiés aux portes de Paris, parce que la porte de Pantin, porte de la Villette, porte d'Aubervilliers sont bien concernées par tous les campements. Et donc, ils ont voulu en savoir plus, pourquoi ils arrivaient tous et qu'ils étaient relégués là dans des campements. Et d'autant plus que ces regroupements avaient débouché sur certaines tensions entre des jeunes de la ville et les exilés. Et les jeunes de la ville, voyant l'arrivée des exilés comme étant une détérioration de leur propre quartier, qui pour eux était déjà suffisamment détérioré, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc ils ont commencé à réfléchir, et avec une structure de jeunesse municipale, le LAB, et autour d'une exposition sur la guerre en Syrie. Et donc ils se sont demandé pourquoi eux-mêmes n'essaieraient pas de faire un reportage sur les exilés en France. Et finalement, cette réflexion les a amenés, caméra à la main, dans un camp du nord de l'île d'abord à Grande-Synthe, la jungle de Calais et à Grande-Synthe, et ensuite sur l'île de Chios, en Grèce, et où là, il y a des camps de réfugiés, c'est plus encore à Lesbos, c'est encore plus fort, mais où il y a, comme c'est tout près de la Turquie, il y a énormément de camps de réfugiés. Et il termine son texte en disant, est-ce que ça, c'est proprement politique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, des jeunes viennent, même sans avoir forcément conscience que la question de l'accueil des migrants en Europe est un rapport de force politique entre deux visions de la vie en collectivité. Ils se disent juste, je vais faire une bonne action, j'ai 2 heures de mon temps. Ça vient peut-être avec le temps, l'engagement, point de suspension. Et je trouve que ça résume assez bien. Voilà, on s'engage pas à vie, on s'engage le temps d'une action, on s'engage pour changer concrètement à un moment donné quelque chose. Et puis le lendemain, peut-être qu'ils seront encore là à s'engager à nouveau sur une autre question, sur un autre chose, pour aboutir à un résultat. Et je trouve que c'est vraiment très... Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses très intéressantes qu'on a pu apprendre autour de ce thème de l'engagement. Jeanne, tu as sûrement des choses à rajouter. Non, non. T'es très complète, je crois. Merci.
Ah pardon, j'allais dire merci beaucoup, mais vas-y Jeanne, excuse-moi. Non, en fait, on voulait juste, pour terminer la présentation, montrer les différentes productions qui sont liées à la recherche et peut-être après, du Mm. coup, on peut avoir une discussion générale. Enfin, Mm. tu en as déjà un peu nommé. Donc, juste pour vous dire qu'en lien donc, sur ce thème de l'engagement, mais aussi sur les autres, du coup, il y a des vidéos qui ont été produites par les jeunes, l'ouvrage et le site internet. Il y a aussi des produits scientifiques classiques, hein, donc des articles académiques qui ont été produits. Il y a des séminaires, il y a des journées d'études. On a un colloque fin juin. Mais on a aussi des articles dans des revues plus professionnelles, on va dire, donc, comme la Gazette des communes, comme Idées et territoires, enfin, une revue qui s'appelle Cause commune aussi. Voilà. Donc, il y a différents articles que vous pourrez retrouver. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent aussi vous permettre d'aller plus loin et aussi des choses que vous pouvez utiliser dans vos structures. Voilà. Donc, il y a un film qui a été réalisé sur le processus de la recherche. Tous ces produits sont en ligne, donc vous pouvez les retrouver sur le site Un jeune de quartier. La pièce de théâtre, il y a une captation de la pièce de théâtre dans son format initial qui est en ligne. Bien sûr, ça ne remplace pas la pièce de théâtre et c'est une version plus ancienne. Mais donc, il y a une pièce de théâtre qui a été créée autour de la pièce dans laquelle le Kigel Théâtre a propose une mise en scène de textes qui ont été écrits par les jeunes, donc dans une version qui est quand même très réussie, qui rencontre beaucoup de succès, qui est actuellement en train de tourner en France. Alors, c'est pas la tournée non plus, pas 50 000 dates, mais il y en a quand même un certain nombre, et jusque-là, ça a Ouais, quand pas même mal. un succès important. Elle va être présentée, je ne sais pas si certains vont s'y rendre, mais aux journées de l'IRDSU fin juin à Saint-Denis. Donc, elle sera présentée aussi à cette occasion-là. Il y a une série de podcasts aussi qui ont été produits par The Conversation France. Si vous aimez les podcasts, donc il reprend un certain nombre de thèmes, dont un podcast sur le sujet de l'engagement. Les liens sont aussi en ligne sur le site. Et puis un film qui s'appelle Admire ma peau noire, qui a été réalisé par une jeune qui a participé à la recherche, Achina Igor. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur la méthode et sur un des thèmes.